Bonjour Catherine, merci à toi d'avoir accepté de faire une interview cette fois-ci mixte, à la différence de certains autres auteurs. Bonjour, Émilie. Alors, pour ceux qui ne savent pas le concept d'une interview mixte, parce qu'évidemment ça fait un petit moment que j'en ai pas refait, interview mixte, une partie des questions sera en écrit, donc en dessous de la vidéo que vous allez suivre, et l'autre partie des questions que je vais donc du coup poser en vidéo, qui feront l'objet évidemment d'un développement un petit peu plus pointu. Donc Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, la présentation qui est faite en écrit, tu as sorti le livre Monasphère qui est ici, qui est sorti aux éditions Ex Aequo dans la collection Atlantis au mois de mars, je crois, de cette année, qui est un livre de science-fiction. Et du coup, ma première question, puisqu'on en parlait tout à l'heure avant le lancement de l'interview, c'est que ton roman, justement, Monasphère, parle beaucoup de l'environnement et de l'écologie. Pourquoi tu as voulu choisir ces deux thèmes principaux? J'ai quelque chose à avouer, c'est que jeune adulte, en fait, je n'avais pas beaucoup d'intérêt pour l'écologie. Je créais et j'animais des séminaires pour développer l'empathie, la coopération entre les êtres humains, mais dans le contexte des entreprises. Et je ne me préoccupais pas des effets des entreprises sur la société et encore moins sur la nature. Et en fait, c'est une prise de conscience qui s'est faite progressivement en lisant des essais, des revues, en regardant des documentaires et en lisant aussi de la science-fiction, que j'ai pris conscience des effets de l'agro-industrie, de la pollution, comme une espèce de forme de colonisation de notre corps. J'ai pris conscience aussi que la société de consommation, de spectacle, de surveillance empêchait de penser et en fait limite nos possibilités d'être créatifs et résilients. Au vu des chamboulements de nos modes de vie en raison du changement climatique, de la dégradation de la biodiversité, des virus, la science-fiction, pour moi, il y a un des genres, un des moyens de tester nos futurs possibles et d'en être influencé là, maintenant, aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a, dans le fait d'écrire de la science-fiction, il y a un acte responsable par rapport à ce qu'on va produire pour le futur dans nos actes aujourd'hui. Je suis allée jusqu'à profiter du temps de confinement pour me former au campus de la transition sur justement les sujets de la transition écologique. D'accord, donc vraiment un sujet que tu développé, que tu as étudié, qui n'est pas du tout anodin au final avec les années. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce roman? Parce qu'évidemment, si je lis le résumé, ça va aller trop vite. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce roman, justement, Monasphère? Oui, alors Monasphère, juste pour situer aussi le contexte, c'est mon deuxième roman. En fait, j'ai publié un premier roman qui s'appelle Daily Texas et qui a été publié par Hachette Littérature en 2007 et qui était déjà un roman d'anticipation. Et en 2017, j'ai écrit des micro-fictions aux éditions des Filles Normales et dans un livre d'art a été recueilli en fait des micro-essais et micro-fictions qui sont en fait des éco-fictions sur le thème de la gouvernance, de l'eau, de l'insécurité et les rites funéraires en cas d'épidémie. Donc ça, c'est mon background en fait sur les sujets d'anticipation Mhm. et d'éco-fiction. Et dans le cadre de Monasphère, en fait, c'est une action qui se déroule en 2118 euh, dans Monasphère, qui est sur une île en face de Montréal. Et qui, Montréal, en 2118, dans mon histoire, est une ville consacrée au jeu et il y a une épaisse pollution qui couvre la ville. Et les habitants de Monasphère qui vivent sur une île en face de Montréal ont des us et coutumes étranges régis par des commandements. Et ils ont une vie frugale qui est basée sur une ressource unique, les algues, qui leur sert à tout, à se chauffer, à se nourrir, à s'habiller, à décorer, à construire des maisons. Et au début de l'aventure, Nico entre dans Monasphère, il vient de Montréal, et il vient pour réparer des caméras au moment où les habitants apprennent que les algues sont malades et qu'il ne reste plus que 8 jours de réserve d'énergie. D'accord, donc on parle là vraiment dans le côté science-fiction pur, puisqu'évidemment, le concept de la science-fiction, c'est que c'est un monde en général futuriste, dans une ville que l'on connaît, donc la ville de Montréal, quand même au Canada, assez connue.
Et du coup, en fait, tu te projettes, donc évidemment 100 ans après nous, à vue de nez, hein, à peu près comme ça. Et là, justement, tu reprends le côté écologie et surtout, quand tu m'en parles, le côté éco-fiction avec la présence de l'eau que tu as employé dans ton premier livre, puisque là, évidemment, Monasphère étant une île, donc présence d'eau, l'algue, qui est quand même la ressource première qu'on trouve en général dans l'eau. Et c'est vrai que là, tu reprends justement le côté insécurité et entre guillemets, rite funéraire, dans le principe, en fait, ils sont en sursis, il leur reste que 8 jours à vivre. Tout à fait. Donc, Tout à fait. entre guillemets, tes deux romans sont un peu connectés d'une certaine manière. Oui, en fait, c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup, comme les sujets aussi de gouvernance et d'exercice du pouvoir. Et là, dans Monasphère, en fait, il y a aussi la question du spectacle et de la société du spectacle et comment, si on suit une trace qui serait de pousser jusqu'au bout l'économie de la société du spectacle, qu'est-ce que ça pourrait donner dans nos modes de vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui traverse le roman Monasphère. Ouais, une chose que j'ai remarqué, dont je n'avais pas mis dans les questions, quand on parle justement de ce côté caméra, où justement Nico va rentrer pour réparer les fameuses caméras au moment où les habitants apprennent que les Arcs sont malades, moi, la première impression que j'avais quand j'ai lu Monasphère, je me suis demandé en fait si c'était réalité ou fiction. Et en fait, j'avais l'impression de me projeter comme si on était dans une télé-réalité. En fait, nous, on était la caméra, et en fait, on voyait à travers les yeux de la caméra tout ce qui pouvait se passer. Tout à fait. Et c'est exactement ça, puisqu'en fait, ça a été un enjeu aussi de discussion avec Faustine, donc la directrice de collection d'Atlantéis, où en fait l'histoire se passant et étant racontée au travers des yeux des caméras, c'est une observation de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que la question de l'introspection se pose moins que dans d'autres romans, parce qu'en fait, on regarde au travers des yeux de caméra. Et à un moment donné, j'avais par-ci, par-là, rajouté des informations qui étaient de l'introspection et j'ai eu une discussion avec Faustine à ce sujet et j'ai retiré tout ce qui, du coup, marquait en fait un élément d'introspection. Et c'est D'accord. vraiment vu au travers des yeux de la caméra. Et c'est une histoire qui est vue de l'extérieur. D'accord. Ce qui peut être un petit peu déstabilisant quand on est habitué, surtout dans des livres d'anticipation et de science-fiction, où on est vraiment, en général, on voit au travers des yeux du personnage, dans en général une narration interne, et là, en fait, c'est tout le contraire, tout l'opposé. On est vraiment dans un côté extrême, tout à fait extérieur, en fait, où on a un peu ce côté, comment dire, on ne sait pas vraiment déjà la différence de la réalité de la fiction, et surtout, on a l'impression d'avoir plusieurs points de vue. On a, ok, ce que l'on voit dans la caméra, à travers les yeux de la caméra, mais on se dit, bon, il y a ça, mais derrière, on a un tas de contradictions presque. Et c'est là où on se dit, mais comment t'as fait pour pas te prendre la tête, à écrire ton livre avec tout ce qui pouvait passer par la tête en te disant, bon, je vois ça, mais il y a peut-être aussi ça, ça, ça. T'as pas eu ce problème-là quand tu l'as écrit? En fait, j'ai dans l'histoire de la création de Monasphère, à l'origine, c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite et qui a été jouée en 2007, qui s'appelait Le Sauvage et qui avait un sous-titre qui était Seule la bûche change. Et, et donc, il y avait une histoire de changement de point de vue constant. Puisque là, les caméras, en fait, sont des caméras, on ne va pas tout dévoiler, mais qui bougent et qui sont à des endroits différents. Du coup, on a des points de vue différents par rapport à l'histoire liée à ces caméras. Et effectivement, il y a cette question du point de vue qui bouge au fur et à mesure de l'histoire et qui fait qu'il y a une forme d'étrangeté dans la découverte du monde sur l'île, mais aussi du monde sur Montréal, puisque c'est deux villes. Il y a Monasphère qui est sur l'île et il y a la grande ville de Montréal qui ne sont pas régies par les mêmes règles, mais dans les deux cas, il y a du jeu. Oui, voilà. Et c'est là toute l'ambiguïté, le travail de réflexion qu'a en fait le lecteur quand on le lit. Il y a une première chose, moi au début quand je l'ai lu, quand j'ai vu que le livre se passait au Canada, je cache pas, j'avais l'impression que tu venais de là-bas.
pourquoi le choix d'avoir placé Contexte là-bas au Canada et particulièrement à Montréal? Alors, le choix de Montréal, en fait, a été vraiment un concours de circonstances et de résonance. Si je reviens à la pièce de théâtre le Sauvage, créée donc en 2007, elle a été créée à Langres. Et Langres, c'est la ville de naissance de Jeanne Mance. Et Jeanne Mance est la cofondatrice de Montréal. D'accord. Ça, c'est un premier point historique. Donc après avoir créé cette pièce de théâtre qui a été créée par la compagnie 9e et une metteur en scène qui s'appelle Anne-Laure Lemaire, dans les spectateurs, il y a eu un cinéaste qui a proposé de faire un travail de web-série à partir de cette pièce de théâtre. Et quand on a travaillé sur la web-série, quand on travaille sur ce genre de choses, quand on travaille en équipe, on a besoin de partager l'esthétique. Parce qu'en fait, on a besoin de se mettre d'accord sur des décors, on a besoin de d'accord sur des musiques, sur des ambiances, etc. Et moi, pour leur expliquer ce que j'imaginais comme île et le monde où serait cette web-série, j'ai fait des recherches de photos sur Internet et j'ai choisi des photos. Mais je n'avais aucune idée où étaient ces lieux. Je croyais même que c'était des dessins et un lieu imaginaire. Ouais. Je ne pensais pas du tout que c'était un lieu réel. Et ce cinéaste et son épouse, avec laquelle on travaillait aussi, qui est graphiste, et sont partis en migration à Montréal. Et avec Anne-Laure, à un moment donné, on les a rejoints. Et je me suis retrouvée à Montréal. Et je me suis retrouvée face à l'île Sainte-Hélène et je me suis retrouvée devant la biosphère de Montréal. Et alors là, j'étais complètement estomaquée parce qu'en fait, Oui. c'était les photos que j'avais choisies pour être l'île. Et à partir de ce moment-là, Montréal est devenue la ville de Monasphère. Et ce qu'il y a aussi comme élément lié à Montréal, c'est que Montréal est la ville d'Ubisoft. Ubisoft, qui est une entreprise à grande renommée De jeux vidéo. vidéo, mais qui a aussi la particularité d'influencer beaucoup le fonctionnement de la ville de Montréal. Et HEC Montréal travaille en sociologie sur l'observation de cette ville et comment en fait il y a toute une créativité qui vient nourrir le travail d'Ubisoft avec des historiens, des artistes, des différents métiers en fait qui sont dans la ville et qu'au moment par exemple des festivals de musique, etc., il y a une créativité supplémentaire dans la ville. Donc donc j'ai poussé ça au bout avec une ville qui devient une ville de jeu et une ville qui joue sous cette influence d'Ubisoft, mais 100 ans après. Donc ça, c'est l'influence pour Montréal. Et concernant les personnages de Monasphère, je me suis aussi intéressée à creuser le personnage de Jeanne Mance, donc pour faire le lien entre la France et Montréal. Et Jeanne Mance a une particularité, c'est qu'à la fois c'est une colonisatrice, parce qu'elle vient pour éduquer, mais en même temps c'est une infirmière. Et elle a une particularité, c'est qu'elle va apprendre la phytothérapie par les Indiens. Et ça m'a beaucoup intéressée de ce personnage qui à la fois va accepter d'apprendre des Indiens, alors qu'en même temps elle est colonisatrice. Et tout ce rapport à la nature et cette proximité à la nature m'a beaucoup intéressée dans le personnage de Jeanne Mance. D'accord, donc vraiment quelque chose qui a été travaillé, étudié, c'est Oui, pas quelque chose non. qui t'est venu comme ça. Du D'ailleurs, coup, lui, par rapport à la fin du livre, il y a tous ces sites avec des recherches tout à la fin où ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué au lecteur à la fois des sources qui m'ont permis de travailler d'un point de vue des repères historiques, alors que c'est de la science-fiction. Ça peut paraître étonnant, mais aussi scientifique. Et une partie de cette recherche, je l'ai fait après avoir écrit Monasphère, surtout sur des éléments scientifiques, et j'ai découvert que des intuitions que j'avais étaient en cours de réalisation technique. d'accord, donc Mélange, assez étonnant comme si c'était une forme de prédiction en fait presque. un mélange des deux, parce qu'il y a une partie où vraiment j'ai travaillé sur des éléments de biomimétisme pour avoir vraiment des sources documentées, et d'autres où en fait j'ai découvert ça après. D'accord.
Il y a les fameux deux sujets qui reviennent beaucoup justement dans Monasphère, qui sont quand même l'écologie et l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels tu aimerais ou pas écrire? Alors, j'ai un sujet en fait d'écriture en cours qui est en rapport avec le Rwanda, où j'accompagne un groupe de paroles de femmes avec une thérapeute rwandaise sur des questions qui sont post-génocide Mhm. et de soins de dynamique de systèmes familiaux. Et ce travail-là, je le documente, c'est-à-dire que mes expérimentations, je renseigne absolument tout ce que je fais, les obstacles, parce que j'aimerais écrire un livre à propos de ça. De cette expérience. Du coup, là, je suis dans vraiment quelque chose qui est dans le réel. Et Faustine m'a commandé la suite de Monasphère. Et donc, Ah, d'accord. il va y avoir la suite de Monasphère. Donc, on ne va pas dévoiler au lecteur ce qui se passe à la Ouais. fin. Mais donc, il va y avoir une suite. D'accord. Donc, du coup, quand même, des projets qui sont quand même à venir. Oui. Euh, une question qui moi, m'est beaucoup posée par mes lecteurs et surtout par les abonnés qui aiment bien un petit peu connaître comment se construit un livre. Est-ce que tu as besoin d'être entouré, que ce soit par des animaux, des proches, par de la paperasse je dis, s'il y a quand même des auteurs des fois qui aiment bien être bordéliques et qui disent bah, le fait d'être entouré par du bordel, ça m'aide. Est-ce que tu as besoin d'être entouré par des animaux, par tes proches quand tu écris? Non, et en fait, je peux écrire en toutes conditions. Quand il n'y a pas de confinement, que les bars sont ouverts, j'adore écrire Évidemment, comme ça. ça va de soi. Mais j'aime aussi, enfin, dans les cafés, j'aime écrire aussi tout simplement chez moi, donc dans mes différents lieux. J'aime écrire dans le train. J'aime beaucoup le rythme du train, le ronronnement du train pour écrire. Je vis dans plusieurs villes et à Clermont-Ferrand, dans mon lieu qui s'appelle Atelier des dialogues, dans ma mezzanine, c'est ma mezzanine d'écrivain, et j'ai un mur, et je travaille comme les flics en fait, c'est-à-dire que je pose, c'est un mur aimanté, et je pose mes cartes avec mes personnages, les liens entre eux, la chronologie historique, m'aide à me repérer dans des histoires complexes. Donc, c'est un mur immense qui est tapissé en fait, où je peux changer la place des différents éléments au fur et à mesure que bouge la structure du livre. D'accord. Du coup, bon, évidemment, en tant qu'auteur, on est quand même confronté au monde des critiques, des avis, plus ou moins positifs ou négatifs. Quel est, toi, ton avis sur blogueurs, chroniqueurs, critiques littéraires de personnes qui ont pu lire tes livres ou non? Mhm. Alors, moi, j'accorde une très grande importance à enfin, l'acte de lecture qui est cette rencontre entre un texte et une personne. Mhm. Et ce que j'aime, en fait, c'est pouvoir entendre les lecteurs, parce que ça me permet aussi de les rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a leur rencontre avec le texte, et puis la façon dont ils parlent de Monasphère ou d'autres de mes textes, ça me permet aussi de les rencontrer. Par exemple, là, Émilie, je te rencontre aussi au travers de la manière dont tu as lu Monasphère. Et, et pour moi, en fait, le rôle des critiques et des blogueurs, ce qu'ils ont comme particularité, c'est de pouvoir expliciter. Euh, Souvent, les lecteurs ont du mal à expliciter ce qu'ils lisent euh, et donc leur subjectivité. Et il y a aussi la mise en perspective dans l'histoire de la littérature ou l'histoire de l'art, euh, qui joue aussi dans la critique littéraire, de pouvoir situer dans l'histoire un livre par rapport à d'autres livres. Et pour moi, en fait, ce que tu fais, toi, c'est un rôle de passeur, c'est-à-dire que dans le sens où tu donnes envie aux autres, au travers de ta lecture, de lire. Et c'est une belle passion que d'être passeur, hein. Et les auteurs, non, mais les auteurs, on a besoin de gens qui font ça, en fait, hein, Oui, tout à fait. qui provoquent ces rencontres, hein. Dans ces fameux avis, parce que bon, évidemment, je suis pas la seule, est-ce que tu as eu des avis négatifs sur Monasphère ou sur d'autres de tes œuvres?
Alors, j'ai pas eu d'avis négatif sur Monasphère à ce jour. Ce que j'ai, c'est de temps en temps des gens qui me disent que à certains moments, ben, si les gens n'ont pas l'habitude de lire de la science-fiction, c'est bien garder le fil de l'histoire. Mais tu as vu, Émilie, j'ai mis des accroches en fait qui font chaque fois le résumé de ce qui va arriver. Tout à fait. Avec de l'humour. J'ai Il faut un petit peu quand même. Perçois qui a un peu d'humour et qui aide justement à soutenir ça, le fait qu'il y ait ces deux villes. Il y a la ville de Montréal, il y a ce qui se passe dans Monasphère pour pouvoir bien être dans l'histoire et avec l'histoire. Mais je dois dire que j'ai vécu une anecdote assez drôle à propos de Daily Texas, où j'ai une critique l'histoire se passe à Dallas et se passe à Berlin et se passe en France. Et en Alsace, j'ai une critique qui m'a dit non mais je comprends pas comment ça se fait que ce texte ne soit pas écrit en Alsace. Et ma maison d'édition à l'époque, qui était Hachette Littérature, m'avait contacté en me disant mais t'as des ennemis en Alsace, qu'est-ce qui À croire. voilà. Voilà. Et donc, non, pour Monasphère, à ce stade, je n'ai pas de critique négative. Et dans tes questions, il y avait une question qui est importante pour moi, que j'ai trouvée très intéressante. Tu m'as posé aussi la question s'il y avait un sujet qui me tienne particulièrement à cœur. En fait, pour moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est en fait la transformation de chacun d'entre nous et la manière, en fait, dans la situation actuelle liée au réchauffement climatique, nous pouvons être créatifs. Et pour moi, ça passe par un déséquilibre. Et un des sujets de Monasphère, c'est la question du déséquilibre. Et pour moi, le déséquilibre, ça veut dire être déstabilisé, perdre le confort, perdre aussi le contrôle pour réaliser qu'on a besoin des uns des autres. Et quand je parle des uns des autres, c'est pas que des êtres humains, c'est toutes les formes d'espèces et le monde végétal. Enfin, on voit les enjeux autour de la biodiversité. Et dans ce déséquilibre, pouvoir sortir de positions de protection, être créatif, oser interpréter autrement les gestes du quotidien et donner un nouveau sens. Et ça, j'ai essayé de le transmettre dans Monasphère. Alors, je ne sais pas si c'est perceptible à la hauteur de mes espérances, mais pour moi, c'est un point très important. D'accord. La Un sujet libre. un sujet en effet qu'on ressent dans Monasphère, qui va peut-être se sentir encore plus pour le deuxième, si ça se Oui. trouve. Qui est donc à suivre. Merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu aux questions pour la partie vidéo. Et puis je laisserai les abonnés découvrir les autres questions pour la partie écrite qui sera juste en dessous de la vidéo pour ceux qui passent directement par le site, y compris par ceux qui passent par YouTube, ça sera quand même beaucoup plus simple. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, Émilie. Merci Et, pour ce temps, cette interview. Merci beaucoup. mais je t'en prie et puis j'espère à bientôt pour la suite de Monasphère et puis peut-être pour d'autres livres. Merci beaucoup.